Chers amis, j'ai un sujet qui m'a été donné par Anne Coffinier. Enfin, on a discuté un peu de ce sujet, mais elle tenait à ce que l'on parle de ce point particulier à l'intérieur même de la question beaucoup plus générale qui est abordée ici. Et en réalité, je suis un petit peu ici à la suite. Je viens un petit peu à la suite de ce qu'a dit mon ami Pierre Manant tout à l'heure. Quand on s'occupe de la Fondation Kairos, comme nous le faisons, de l'organisation scolaire à ses marges, parce qu'en fait c'est ça, on constate en France une situation, disons idéologique, mais je vais revenir sur le mot, situation particulière par laquelle l'école se hiérarchise en termes de réputation officielle. Alors, vous allez comprendre tout de suite, parce que vous sentez ça comme moi. Les différents types d'écoles sont plus ou moins cotés, valorisés, voire acceptés, en fonction de leur proximité de l'idéal étatique. Les écoles publiques sont considérées comme les plus fiables, honorables. Les écoles privées sous contrat viennent juste derrière, entachées déjà par la suspicion. Une affaire comme Betaram ne fait qu'enfoncer encore, évidemment. Puis, ensuite, en troisième lieu, les écoles, et loin derrière, les écoles hors contrat, qui réclament une haute surveillance en raison de leur caractère hors norme. Et enfin, en dernier lieu, l'école à la maison, une abomination, hautement sectaire, qui se trouve toujours au bord de l'interdiction. Cette gradation de la valeur et de l'estime, que je pense nul ne peut contester parce que c'est tout simplement une observation sociologique, est un sujet qui vaut la peine qu'on en parle, même dans les 10 minutes ou le quart d'heure que j'ai. Parce qu'elle recèle le fondement des inégalités, mais justement pas dans le sens que l'on peut attendre, exactement dans le sens contraire. Je vais m'expliquer. On avait discuté avec Anne avant et vous m'aviez donné comme titre « politisation », c'est je crois ce que vous avez mis sur le papier. En fait, il s'agit moins de politisation que d'un ensemble de croyances qui structurent l'institution scolaire, ainsi d'ailleurs que la société dans son ensemble. Je veux insister ici pour dire qu'il ne s'agit pas de ce qui se passe ici et maintenant, ce n'est pas une exception. Dans toutes les sociétés, c'est à peu près ce qui se passe. Il n'y a pas de société, ni dans le temps, ni dans l'espace, qui échappe à cela. L'institution scolaire, au milieu des autres institutions, est prise dans ce que Montesquieu appelait l'esprit général de la société. Je rappelle les deux phrases de Montesquieu. Il y a dans chaque nation un esprit général sur lequel la puissance même est fondée. Quand elle choque cet esprit, elle se choque elle-même et elle s'arrête nécessairement. Ou encore, dans toutes les sociétés qui ne sont qu'une union d'esprits, esprit au pluriel, il se forme un caractère commun, une âme universelle. Dès que le ton est donné et reçu, c'est lui seul qui gouverne. De là, les princes sont plus dispensés d'être habiles. Ils n'ont même plus besoin d'être habiles. Cet esprit gouverne pour eux. Ça, c'est l'esprit républicain français qui gouverne cette hiérarchie dont je viens de parler. Selon les cas, on peut parler d'une religion, d'une idéologie, ou parfois d'un ensemble de croyances diffuses ou précises, ça dépend, selon les époques et selon les lieux. Mais toujours, je dis bien toujours, l'institution scolaire repose sur une anthropologie, sur des croyances, sur des coutumes et des traditions. Alors, bien sûr, sous les régimes totalitaires orwelliens, la croyance commune devenue une idéologie forte s'impose par la terreur. Mais même dans les sociétés les plus libres, comme la nôtre quand même, par rapport aux autres en tout cas, la croyance commune s'impose par l'avertissement, par l'admonestation, par la remontrance, bref, une puissance douce qui n'en est pas moins une puissance. On dit soft power si on veut parler anglais. Depuis des siècles, dans les pays occidentaux, l'institution scolaire était créée
puis gouvernée pendant des siècles et des siècles par les ordres religieux et entièrement subordonnée dans son esprit par les doctrines et les mœurs religieuses. Je veux insister là-dessus parce que j'entends autour de moi, dans mon milieu, ceux que j'appelle les miens, en fait c'est vous, des gens comme vous, des gens qui disent « quelle horreur, on n'a jamais vu ça, on nous impose ceci ou cela ». Mais non, avant c'était juste l'Église qui imposait, mais comme nous étions des gens d'Église, nous trouvions ça tellement normal que nous nous apercevions même pas qu'en fait on imposait aussi aux autres des croyances. Et j'aimerais bien qu'on essaye faut qu'on prenne un peu de distance par rapport à ça pour comprendre que c'est pas uniquement à notre époque que ça arrive. À chaque époque, c'est la même chose. On n'imagine pas, par exemple, prends un exemple, dans les siècles précédents, mettons il y a un siècle, à l'époque où mes grands-mères auraient tellement aimé être étudiantes et qu'elles n'avaient pas le droit, on n'imagine pas que les écoles aient pu se créer, que des écoles aient pu se créer qui légitiment l'avortement ou l'homosexualité. Hein, vous n'imaginez pas ça. Pourquoi ? Parce que toutes les écoles étaient chrétiennes. Toute l'atmosphère de l'école, dans l'ensemble du pays, obéissait sans aucune sanction à l'esprit général de la nation, qui à l'époque était chrétien. Aujourd'hui, c'est la même chose avec le républicanisme. Le républicanisme, c'est une idéologie française qui, dans la seconde moitié du XXe siècle, a remplacé avec force, le marxisme perdu en 1989, perdu, j'insiste, dans la douleur et dans l'affreuse déception. Pas pour moi, mais enfin, pour un certain nombre. Alors, qu'est-ce que c'est que le républicanisme qui tient cet esprit général dont je parlais ? C'est une idéologie égalitaire qui part du principe rousseauiste selon lequel mettre les personnes en situation d'égalité suffit pour leur permettre de développer toutes leurs facultés. Je dis bien en situation d'égalité. C'est le point le plus important, me paraît, de celui-ci. Le républicanisme, comme d'ailleurs le marxisme dont il n'est en fait qu'un frère adultérin, le républicanisme pense que ce sont les structures qui comptent bien davantage que l'effort personnel. Et je pense que le nœud de l'affaire, il est là. Donnez le baccalauréat à tout le monde, par exemple. Et vous aurez un peuple de gens instruits. Voilà l'histoire. Donnez un bac plus 5 à la grande majorité des étudiants. Et vous aurez un peuple de jeunes actifs, tous capables de diriger les RH dans une grande entreprise. Je suis à la retraite maintenant, mais quand je n'étais pas à la retraite, chaque fois qu'on ne donnait pas la moyenne à un étudiant en bac plus 4 et plus 5, et je pense que mes amis universitaires le savent autant que moi, on avait un coup de fil du président de l'université qui disait « Comment, mais tu as mis que 7 à cet étudiant, mais enfin, tu sais, il n'a pas de papa, il n'a pas de maman, il n'a pas d'argent. Non, il faut absolument remonter cette note. Moi, franchement, ça, c'est pas acceptable. » Et finalement, on cède parce que d'abord, on sent que c'est une espèce de menace derrière. Donc, donner un bac plus 5, bon, et moi, j'ai vu depuis, et vous devez en connaître comme moi, un tas de gens qui me disent « Mais tu te rends compte que je suis au chômage alors que j'ai un bac plus 5 ?» Alors, la charité m'empêche de dire « Mais un bac plus 5, mais c'est plus rien, tout le monde a un bac plus 5. C'est obligatoire de le donner ou presque. » Voilà l'histoire, une situation que j'appelle rousseauiste. Mais voilà la suite. L'idéal chrétien qui prédominait auparavant portait à cet égard une philosophie complètement différente, qu'on peut appeler, que moi j'appelle personnaliste. Donnez-lui un autre nom si ça vous arrange, du personnalisme qui s'appuie sur la personne. Voilà. Il se fondait moins sur les structures que sur la richesse immense et dormante de la personne, de toute personne. Richesse immense et dormante. Autrement dit, cet idéal disait à l'enfant, nous allons vous donner la possibilité de tirer de vous-même toutes vos capacités encore inconnues. Ça ne se fera qu'au prix d'un effort incessant. Nous serons exigeants, mais vous allez y arriver. Alors, voilà la suite. On peut dire que l'école républicaine d'il y a un siècle, d'à peu près un siècle, dont nous sommes nostalgiques parce qu'elle apportait vraiment une culture fondamentale à tous.
Je ne sais pas si ça a dû vous arriver aussi. Moi, je suis retombée il y a à peu près 1 an sur les lettres de Poilu de mon grand-père qui était médecin en 14-18 et il y avait des lettres de Poilu comme ça dans un sac que j'ai fait lire à tous mes petits-enfants. Absolument incroyable, pas une seule faute d'orthographe. Des garçons qui avaient juste le certificat d'études. Incroyable. Donc, c'était une éducation républicaine à l'époque, hein, qui apportait à tous une culture fondamentale. Mais elle était entièrement portée par un reste de croyances chrétiennes. C'est-à-dire qu'elle pensait, et il suffit de lire les catéchismes de l'époque, hein, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, elle pensait que tous les humains sont ontologiquement égaux, même s'il n'y a plus le regard de Dieu, puisqu'on est en République, mais que par l'égalité sociale, ils doivent l'arracher par l'effort, et par conséquent, l'école doit être exigeante. Et les instituteurs de l'époque de 14-18 étaient des gens exigeants, parce qu'ils avaient encore les restes de cet idéal chrétien de l'époque. Tandis que le républicanisme, tel qu'il se développe surtout depuis les années 50, déplace l'égalité ontologique et la fait glisser sur le plan social. L'égalité ontologique, elle dit, nous avons tous la même dignité parce que nous sommes tous également aimés de Dieu. Et si vous faites glisser cette égalité ontologique sur le plan social, vous en arrivez à le slogan « On a tous droit au meilleur prix ». C'est le slogan de Carrefour ou je ne sais pas quoi. Vous voyez ? Alors qu'en fait, à Carrefour, ça ne marche pas comme ça. C'est pas, vous voyez, c'est pas le bon endroit. Mais bon, pour l'idéal républicain, tous ont droit à tout. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Pierre Manant, naturellement et sans effort, par le seul fait qu'ils sont des citoyens de la République. Exactement comme les personnes sous le regard de Dieu. Vous avez cette espèce de glissement. Il suffit de placer les gens dans des structures égalitaires et ça marche. Ainsi, à partir du moment, seconde moitié du XXe à peu près, hein, où l'idéal chrétien a été entièrement remplacé, cette fois entièrement, par l'idéal républicain, eh bien, on a pensé que les structures suffisaient à assurer l'égalité. Idée complètement fausse, hein, car ce ne sont pas les structures, donner le bac à tout le monde, qui assurent l'égalité sociale. Tout le monde aura son bac, mais l'inégalité est toujours là. Ce qui assure l'égalité sociale, c'est l'effort personnel persévérant à tous les niveaux. Par conséquent, pour acquérir l'égalité sociale de l'école républicaine rêvée, il ne s'agit pas de supprimer les classes de niveau, il s'agit d'oser l'exigence au lieu de la plainte, parce qu'en fait, pour l'instant, ce n'est pas l'exigence, c'est la plainte. Regardez le cas Camus. Le cas Camus a été rendu possible par l'école républicaine, et uniquement parce que la République était encore imprégnée de ce que j'ai appelé le personnalisme chrétien, on ne peut appeler autrement. Alors, la fin de mon propos n'est pas très drôle. Nous arrivons à ce paradoxe. Les écoles libres, donc les écoles sous contrat ou hors contrat, qui dans la plupart des cas portent encore cette idée d'effort et d'exigence, qu'elles soient chrétiennes ou non d'ailleurs, réussissent aujourd'hui beaucoup mieux que les écoles publiques à élever les enfants à la culture. On a regardé ensemble l'autre jour, c'était absolument incroyable, pour l'entrée normale sup, il y avait je ne sais plus combien, 5 ou 6 cas sur 25 qui sortaient d'une petite école Saint-Dominique-Savio, enfin absolument incroyable, truc minuscule sur l'échiquier français. J'ai vu l'autre jour une mère d'élèves de Stanislas qui me disait, et tous les soirs avant le dîner, il faut faire des boucles devant les hauts. Ce sont des lieux d'effort. Et finalement, ce qui est le plus meurtrier à notre époque, ce qui est le plus terrible, je trouve, c'est que la hiérarchie de l'indignité dont j'ai parlé au tout début, elle est exactement inversée en ce qui concerne la réussite réelle. Les élites du républicanisme le plus en vue savent très bien que cette hiérarchie est inversée. On réussit tellement mieux quand les écoles sont libres qu'ils mettent presque tous, je ne sais pas combien, peut-être à 95%, leurs enfants en cachette dans les écoles privées.
où on reconnaît d'ailleurs une idéologie véritable, puisque dans une idéologie, qu'il s'agisse de n'importe laquelle, les hiérarques ne veulent pas éprouver eux-mêmes l'idéologie, parce que c'est meurtrier. Ils la laissent au peuple. Vous savez, c'est comme ces caciques soviétiques qui se fournissaient dans les magasins spéciaux, tout en faisant des gros discours sur les bienfaits du régime, où les gens mangeaient bien. C'est exactement ça pour les écoles aujourd'hui. Alors, en dehors de l'écœurement que peut produire cette hypocrisie meurtrière, parce que c'est quand même ça, cette situation, et finalement c'est là l'essentiel, et c'est ce qu'il y a de plus tragique, produit à court terme une véritable catastrophe. La catastrophe, c'est l'établissement d'une société extrêmement inégalitaire. Et déjà, en apparaissent des signes précurseurs. C'est-à-dire que vous avez une très très mince élite de jeunes gens, éduqués pour la plupart dans les écoles privées hors contrat ou sous contrat, mais dans quelques écoles publiques qui sont restées bonnes, ça existe bien sûr, auxquelles on a demandé des efforts, c'est pas plus bête que ça, auxquelles on a demandé vraiment des efforts, qui ont grandi sous peu d'écrans, qui ont appris à rédiger eux-mêmes, qui se sont pliés à l'orthographe, qui ont peiné sous la tension du travail personnel. Et puis, vous avez un immense peuple analphabète, accro au réseau depuis l'enfance, et ensuite à ChatGPT. Je me suis laissé dire l'autre jour que 80% des étudiants anglais faisaient écrire leur mémoire de maîtrise par le robot. Mais vous aurez toujours une toute petite élite à qui on ne permettra pas de faire ça. Et qui seront ces gens-là? Les élites. Mais les élites, des élites un peu, si vous voulez, comme dans les pays qu'on a découverts après la chute du mur, pays comme la Pologne ou la Roumanie à cette époque, où c'était surtout le cas en Roumanie d'ailleurs. Dans certaines familles, on ne parlait pas la langue du pays au petit déjeuner. Parce que l'élite était tellement spécifique, tellement spéciale, tellement... J'ai jamais eu de meilleurs étudiants qu'en Roumanie, parce qu'ils avaient une élite qui était prodigieuse. C'était jamais des gens qui ne parlaient jamais roumain chez eux, ils parlaient que français ou anglais, vous voyez. Et je pense que nous aurons, personnellement, j'en ai grand chagrin, un pays fanatique de l'inégalité, où une élite minuscule et un peuple immense ne parleront plus la même langue. Voilà, c'est malheureusement le tournant auquel je suis en train d'assister, et je voulais vous en faire part. Merci beaucoup. Alors, profitez. Essayez de bien profiter de la présence de Madame Delson. Je voulais reprendre votre partie sur les diplômes qui étaient donnés. Je partage votre avis, une catastrophe. Je pense en plus que comme ce n'est pas... Je suis ici, si vous me cherchez. Je vois que vous me cherchez. Je pense que c'est encore pire que ce que vous dites, parce qu'en fait, tout le monde ne l'a pas. Il y a 5-7% des gens qui ne vont pas les avoir malgré tout. Et je pense que pour eux, c'est encore plus dur. Parce que quand un diplôme a 60% de réussite, ceux qui ne l'ont pas n'est pas une extrême minorité. Et donc, ils ne sont pas discriminés. Alors que lorsque c'est 5 à 7%, cette partie-là est encore plus discriminée Entièrement et encore moins de chances de pouvoir profiter de l'ascenseur social. Entièrement d'accord. Et je pense que, justement, l'intégration et l'égalité imposent d'avoir des diplômes qui sont clivants, c'est-à-dire qui ont un taux d'échec conséquent, justement pour qu'ils aient une valeur. Parce que, quoi qu'il arrive, certains, même s'il est facile, ne l'auront pas. Et pour moi, pour eux, ça sera encore plus une catastrophe. Vous avez entièrement raison. On ferait mieux de donner le bac à tout le monde, parce que je ne sais pas combien, c'est 7% qui n'ont pas le bac, sont considérés comme des malades mentaux, en fait, par tout leur entourage. C'est terrifiant pour eux. Alors qu'ils n'ont pas forcément plus de malchance que les autres. Enfin, je veux dire, c'est pas pour autant qu'ils sont tellement nuls. Enfin, il y a tellement de gens nuls qui réussissent aussi. Enfin, c'est totalement effrayant. C'est complètement effrayant. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais, ou bien il faudrait donner carrément le diplôme à tout le monde, ou alors il faut restaurer l'effort. Mais le problème de restaurer l'effort, c'est que ce sont les professeurs eux-mêmes qui s'y refusent. Enfin, en tout cas, beaucoup.
qui n'ont plus le courage. Parce que c'est du courage, il faut avoir de l'autorité, il faut pouvoir punir, enfin, toutes sortes de choses. Il faut que les parents soient d'accord, ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que souvent, c'est les parents qui défendent. Donc c'est très compliqué. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur, c'est un drame. Comment? Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Oui, merci encore. Pour prolonger notre réflexion, est-ce que vous pouvez revenir sur l'idée d'équité par rapport à cette passion française pour l'égalité? Peut-être réexpliquer pourquoi cette passion française, pourquoi elle était effectivement si funeste, et est-ce que la notion même d'équité ou de justice, diraient d'autres, pourrait être remise au goût du jour? L'égalitarisme l'égalitarisme républicain dont j'ai parlé enfin en tout cas pour moi, une sorte d'excès idéologique, parce que la République en tant que telle n'a jamais réclamé l'égalitarisme de cette manière. À mon avis, mais vous savez, ça c'est certainement discutable, mais je pense que la France a été un pays très marxisant, hein, pendant assez longtemps, à tel point que beaucoup de nos élites, d'ailleurs, ont attendu 89, le tout dernier moment, vraiment qu'on les pousse dehors à coups de pied derrière pour quitter cette idéologie. Je pense que le républicanisme a été complètement teinté d'égalitarisme marxisant en France, hein, je ne parle pas des pays d'à côté. Mais la République, au départ, c'est l'égalité, disons que oui, c'est l'équité au mérite. Enfin, mais il me semble, moi, j'ai tout à fait souvenir de gens qui réussissaient Polytechnique alors qu'ils étaient vraiment nés dans des maisons où il n'y avait pas un seul bouquin. Ça, on peut dire que c'est l'équité qui est obtenue au mérite. Ça, c'est républicain. Mais là, actuellement, nous n'en sommes plus là. Nous sommes dans une forme d'égalitarisme. J'ai dit rousseauisme, mais on pourrait dire marxisant. Enfin, on pourrait discuter pendant des heures là, autour de ça, parce qu'il faudrait creuser dans les citations. Mais c'est pas contre la République que j'en ai. Je pense que la République, elle est en train de se défaire. Bonjour Madame Delsol. Patrice Huybran, président du mouvement Nouvel Essor français. Alors, ce n'est pas une proposition miracle, mais que pensez-vous pour tenter de augmenter le niveau et de dépolitiser les programmes scolaires qui varient au gré des ministres et des majorités au Parlement? Donc, de confier l'élaboration des programmes, non pas au Conseil supérieur des programmes, mais à l'Institut de France et à ses 5 académies. Oui, je crois que je pense pas que ça pourrait marcher, puisqu'on n'arrive même pas à se mettre d'accord à une quarantaine. Ah bah ça, le dictionnaire, je sais pas, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des questions de projet de loi ou. Non, puis je pense pas que ce soit l'institution qui puisse. Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais au début, que ce soit politisé, ce sera toujours politisé. Avant, c'était politisé par les chrétiens. C'était. Maintenant, ça l'est par les woke, et puis ça va s'arrêter, ça ne durera pas éternellement. Quand même. Le petit Lavis, il a vécu quelques décennies. Mais... Ça l'est plutôt par l'écologie. Hein. L'autre jour, j'ai eu une discussion avec un de mes petits-fils qui a 17 ans. Il était absolument persuadé que 99% des immigrés mondiaux sont des immigrés climatiques. C'est incroyable. Parce qu'on lui avait tellement bourré le mou que... Et quand je lui ai dit le contraire, je pense qu'il ne m'a pas cru. Il m'a dit poliment, oui, mamie, mais je pense qu'il ne m'a absolument pas cru. Donc, c'est là, vous avez un catéchisme, mais ça, vous avez toujours un catéchisme. Avant, c'était les anges et les saints, etc. On va remercier beaucoup Chantal. Je pense qu'on va passer à la table ronde suivante. Donc, on va commencer sans attendre Bérénice Levé, mais qui nous rejoindra. Merci Chantal.